Bonjour tout le monde. Alors j'attends encore un petit peu que tout le monde nous rejoigne et surtout qu'Emmanuel Chastelière nous rejoigne également. Bonjour. Alors on attend encore un petit peu. Je peur sans écouter. Bonjour tout le monde. Hop. Alors la connexion a l'air de bien marcher. Du coup je vais juste attendre que tout le monde nous rejoigne et surtout qu'Emmanuel nous rejoigne également. Oups. Alors, il n'est pas encore là. Enfin, je pense pas que je l'ai vu. J'espère que vous m'entendez déjà. Est-ce que vous m'entendez parler déjà? Ce serait au moins régler les problèmes techniques en attendant. Ah, je vois Emmanuel Chastelière. Voilà, super, merci. Alors, je vais inviter, du coup, hop. Voilà. Alors, Emmanuel Laurent, je vous ai envoyé une invitation. Ah, parfait. Super. Bonjour. Peut-être le son plus fort. Oui, pas de souci. Je vais essayer de le faire sans mettre ma main devant, mais c'est raté. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, je teste juste si mes écouteurs marchent parce que je préfère, mais... Ok. Ah oui, c'est bon, ça marche. Nickel. Parfait, parfait. Voilà. Ben, du coup, bonjour Emmanuel. On est du coup Bonjour, bonsoir. bonsoir. Oui, bonsoir. On est ici du coup en live sur le compte du FLIB, et bien tout simplement pour parler de Sélestopol 1122, qui est parmi du coup les 25 sélectionnés du FLIB. Donc déjà bravo. Je suis ravie d'avoir vu qu'il était passé parce que Merci ben, beaucoup. ces dernières années la science-fiction était un peu passée à l'oubliette et du coup je suis contente de voir qu'on en est un peu plus cette année et notamment Sélestopol 1922 qui avait été vraiment un vrai régal. Donc voilà, c'est génial je trouve. J'étais très content aussi. J'avoue, c'était une belle surprise parce que il y a beaucoup de titres, la compétition est rude et puis il y a de très bons livres, même dans les 80, même dans la sélection vraiment élargie. Donc de toute façon, voilà, être dans les 25, c'est déjà une super récompense. C'était vraiment une belle surprise et je suis très content d'en faire partie. Ben, c'est génial. Et du coup, ça permet aussi de mettre un peu en avant ce livre que, ben, avant le clip, je l'avais pas vu passer, en fait, pour tout dire. Du coup, voilà, c'est grâce au clip que je l'ai découvert et ben, je suis ravie qu'il a un peu plus mis en avant, du coup, ces derniers temps. Donc, voilà. Tant mieux. Moi aussi, moi aussi. Du coup, est-ce que vous pourriez tout simplement commencer par vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Je recadre un peu mon téléphone. Oui, je suis Emmanuel Chastelière. Je suis traducteur de métier et auteur depuis quelques années maintenant. Je baigne dans les littératures de l'imaginaire, on va dire depuis un certain temps aussi, hein, puisque je suis accessoirement, je suis un des cofondateurs du site elbakin.net qui est consacré à la fantasy et qui existe toujours et qui a fêté ses 20 ans l'an dernier. Donc c'est pour ça que je dis que ça fait un certain temps déjà que j'officie, on va dire, dans ce registre. Donc les littératures de l'imaginaire, c'est quelque chose que je connais bien. Et en tant que traducteur, maintenant, ça fait 15 ans cette année que c'est mon métier. J'ai traduit des auteurs comme j'ai traduit du Tad Williams, j'ai traduit Aliette de Bodard,
J'ai traduit un Brandon Sanderson. J'en suis très fier parce que Mélanie Fazi n'avait pas le temps pour celui-là. Plus récemment, je suis un des deux traducteurs du livre des Martyrs de Steven Erikson. Donc la grosse saga de fantasy épique publiée aux éditions Léa, qui avait eu deux vies précédentes, on va dire en version française francophone, avec des éditions qui s'étaient arrêtées très tôt. Et là, les éditions Léa ont réussi ce pari de relancer le cycle. Donc je suis un des deux traducteurs avec Nicolas Mérien, que je salue au passage. Et en tant qu'auteur, ça fait 5 ans maintenant que je suis aussi de l'autre côté de la barrière, on va dire. Donc j'ai commencé mon premier roman a été publié en 2016 avec Le Village, qui a été nommé au prix Imaginal 2017. Après, il y a eu le premier avec des guillemets, mais j'y reviendrai, le premier Célestopol en 2017, c'est ça, aux éditions de l'Instant en grand format. En 2018, j'ai publié L'Empire du Léopard chez Critique et Poussière Fantôme chez Scrinéo. En 2019, il y a eu justement Célestopol en poche. L'an dernier, je suis revenu chez Critique avec la piste des cendres. Bon là, 2020, c'était une année compliquée pour beaucoup de titres avec les confinements en France ou ailleurs. Mais c'est vrai que moi j'ai eu, ça n'a pas été le pire, mais c'est vrai que le livre est sorti à peine, entre 15 jours et 3 semaines avant le premier confinement, qui a été le plus serré, on va dire, en France. Donc c'était pas génial, mais il s'en est pas trop mal sorti. Et cette année, je suis revenu donc avec 1922 chez L'Homme sans nom, et plus récemment Chouchara, donc chez Scrinéo de nouveau, mais avec Anselme Hochkorn en co-auteur, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent pour Anselme. Donc voilà, ça fait des journées bien remplies. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est grâce à Chouchara que j'avais découvert votre Et nom. oui, oui. Voilà, Vrai, Chouchara qui malheureusement n'est pas passé, mais oui, il faut de la place pour tout le monde. Déjà, c'est pas mal, je me plains pas. c'est ça, c'est déjà super. Mais du coup, ce soir, on va parler surtout de Sélestopol 1922. Alors, Sélestopol 1922, je tiens à clarifier déjà, pour ceux qui ne sont pas adeptes de nouvelles, moi à la base, je suis pas du tout adepte de nouvelles. C'est très différent en fait, Sélestopol 1922, parce que c'est une manière de présenter, enfin, des nouvelles qui sont toutes liées entre elles en fait, qui sont toutes connectées et qui sont pas du tout indépendantes. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une impression quand même de continuité, tout en changeant quand même d'histoire. Donc voilà, je trouvais ça vraiment super intéressant et ça permet justement de, pour ceux qui comme moi n'aiment pas trop les nouvelles parce que c'est assez fort cassé, c'est très rapide. Mais ici, on reste vraiment dans le même univers, en fait. C'est ça que j'ai aussi trouvé très chouette avec ces recueils. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les nouvelles, essayez quand même de lire ce livre-là parce que franchement, il vaut la peine. Et c'est très différent des nouvelles qu'on peut lire habituellement. Donc, voilà. C'est très gentil. Oui. Oui, non, en fait, c'était clairement un des buts du livre, hein, c'est que justement de pas faire peur aux gens qui parfois, en fait, c'est le côté fix-up, le terme qu'on retrouve souvent. Il faudrait que je trouve un terme français, mais c'était souvent présenté comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une unité de lieu déjà avec la ville. Donc c'est Sélestopol où se passe, soit les nouvelles s'y passent, soit tout tourne autour de son rôle. Et puis une unité de temps dans celui-ci, puisque comme son nom l'indique, toutes les nouvelles se déroulent en 1922. Ouais, sauf la dernière qui est en janvier 1923, je triche un peu. Mais voilà, sinon y a ça. Et c'est vrai que ça change d'un recueil de nouvelles où, enfin moi j'aime bien les recueils de nouvelles, ça m'a jamais dérangé. Mais c'est vrai que les anthologies, forcément, quand il y a plusieurs auteurs, chacun a sa petite histoire, même s'il y a une même thématique, ça peut être des univers différents. Et bien sûr, les recueils de nouvelles d'un auteur, je pense, je sais pas, par exemple, si on lit China Miéville, dont les recueils de nouvelles ont été publiés chez Fleuve Édition, c'est vrai que chaque nouvelle finalement est un éternel recommencement puisqu'on change d'univers à chaque fois. Donc là, c'est vrai que dans Sélestopol, l'idée c'est vraiment ce côté
fix-up qui permet d'avoir un cadre, on va dire, assez unifié. Et puis, bah, aussi, tout simplement, le fait d'avoir un jeu de miroir entre les nouvelles, c'est-à-dire des personnages qui peuvent être au premier plan dans une nouvelle, qui dans une autre seront des personnages secondaires, ou seront simplement cités, mais pour le lecteur ou la lectrice qui aura lu la nouvelle plutôt dans dans la chronologie du recueil, elle saura bien forcément à qui on fait référence. Ou et pareil aussi des événements qui peuvent être au centre d'une nouvelle, qui sont simplement mentionnés dans une autre. Voilà, il y a ce côté-ça, plus le côté un peu chronologie. Donc c'est vrai que c'était vraiment un des objectifs, que ne pas laisser de côté les gens qui, en général, s'arrêtent à la mention du terme nouvelle, parce que finalement, c'est qu'un format. Et comme je dis souvent, je pense qu'il vaut mieux une histoire qui, euh, qui finalement soit ait le temps de se développer, mais enfin, il vaut mieux arrêter l'histoire quand elle a tout raconté ce qu'elle a raconté en fait. Sinon, après, un roman, c'est pas forcément pour moi la panacée, dans le sens où si l'histoire qu'on raconte a besoin de s'étaler dans la longueur, oui, autant passer au format novella ou roman, ou cycle en 10 tomes si on en a besoin. Mais pour le reste, je pense qu'une histoire, il faut qu'elle s'arrête quand on est au bout de ce qu'on a raconté, sans forcément rallonger inutilement. Donc c'est aussi ça que j'aime bien, mais j'y reviendrai après. C'est le côté exercice de concision, on va dire. Voilà. Parfait. Du coup, est-ce que vous pourriez un peu nous présenter tout simplement Sélestopol, la cité de Sélestopol, voilà, pour expliquer un petit peu de quoi ça parle, tout simplement. Oui, du coup, Sélestopol, donc c'est la ville qui donne son nom au recueil. C'est une cité construite par l'Empire russe fin 19e, sur la Lune. Voilà, donc là c'est le côté un peu, on va dire, merveilleux scientifique à la Jules Verne, hein, c'est-à-dire que voilà, effectivement, on a pris dans cet univers-là, on a pris un peu d'avance sur ce qui s'est passé chez nous, d'où aussi le côté uchronique. Et la cité est dirigée par un duc qui est le fils de l'impératrice et qui lui n'a pas forcément, on va dire, a des velléités d'indépendance, voilà, dans le sens où lui, qui est un peu un dirigeant à la fois omnipotent et finalement à la merci de toutes les puissances, on va dire, étrangères de cet univers, puisque forcément Sélestopol attire les convoitises, puisque la ville est la seule à pouvoir à utiliser, enfin à profiter des ressources en sélénium, qui est donc une espèce de gaz qui est la source d'énergie en fait utilisée là-bas, et qu'on trouve effectivement que sur la Lune. Et en fait, on suit la vie de la cité et de ses habitants au fil de leur destin, souvent des destins compliqués, voilà, mais à travers une année entière. Donc, ce qui permet de balayer aussi un peu voilà, divers événements comme un championnat du monde de patinage artistique, la venue de l'archiduc François Ferdinand, qui n'a pas été assassiné dans cet univers-là. Marie Curie aussi, qui a également fait une apparition. Voilà, donc ça c'est pour le côté uchronique qui me tenait vraiment à cœur. Et après, je dirais que c'est un univers qui balaie différents domaines. Effectivement, la science-fiction, mais il y a des nouvelles un peu plus fantasy, d'autres un peu plus qui tirent un peu plus vers le fantastique. Il y a même 2 ou 3 textes qui finalement sont pas vraiment dans la littérature de genre, hein. Je pense à Mont Rossignol qui a comme sujet avant tout les luttes de la classe ouvrière. Là, clairement, il y a pas vraiment de côté, il y a pas vraiment d'aspect science-fiction, si ce n'est la présence d'automates. Parce que ça, c'est les automates, c'est vrai que c'est aussi une des caractéristiques de la ville, c'est-à-dire que c'est là, les automates existent sur Terre, mais c'est à Sélestopol qu'on trouve les modèles les plus avancés et les plus autonomes, presque, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres qui sont plus utilisés comme de simples outils améliorés sur Terre. Voilà.
c'est ça. C'est bien. Mais d'ailleurs, c'est vrai que on touche vraiment à plein de domaines, que ce soit des domaines de la science-fiction, on a des automates, on a un peu le steampunk avec cette révolution aussi industrielle, on a une uchronie, on a voilà un peu de fantasy, on a des voyages dans l'espace, on mélange un peu tous les genres dans ce Destopol, tout simplement, qui permet aussi de satisfaire beaucoup de monde en fait, parce qu'on touche vraiment un petit peu à tout. Est-ce qu'il y a un aspect, une caractéristique de la science-fiction ou autre que vous avez préféré développer? Alors, en fait, si j'ai aussi, si on retrouve ces différents aspects, c'est aussi parce que moi, en fait, ça rejoint mon côté un peu touche à tout de lecteur. C'est-à-dire que, ben voilà, moi, j'aime bien un peu tous les genres finalement de l'imaginaire ou même les genres littéraires en général. Bon, il y a juste le polar où j'ai plus de mal, pas en tant que lecteur, mais je sais que je me vois pas écrire un polar, par exemple. Mais ça, c'est juste parce que c'est une histoire de code que je me sens pas maîtriser, mais c'est une autre question. Mais oui, en fait, j'aime tous ces aspects. Après, moi, c'est vrai que selon le thème de la nouvelle, c'est le thème de la nouvelle qui va guider finalement un peu son registre. Donc, qu'on soit effectivement plus dans la science-fiction, plus dans le côté steampunk. C'est vrai qu'on classe aussi souvent Célestopol en steampunk. Ça me dérange pas du tout, hein. Par exemple, le site French Steampunk, qui est quand même la grosse référence du genre pour les amateurs, l'a mis aujourd'hui dans sa liste de recommandations pour Noël. Donc je vais pas nier la dimension steampunk du recueil, mais c'est vrai que moi, en tant que lecteur, j'aime bien varier les genres. Et c'est difficile de choisir. Qu'est-ce que J'aime bien la dimension science-fiction parce que souvent c'est celle qui me demande le plus de cogiter au niveau des intrigues. Parce que j'aime bien essayer de trouver des concepts un peu, voilà, peu, un peu qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup les histoires qui jouent sur l'ambiance aussi, donc ça peut s'adapter à tous les registres littéraires finalement. Euh, non, je pense pas avoir un genre particulier quand j'aborde une nouvelle pour Célestopol. C'est vraiment l'idée d'origine qui va un peu dicter le registre, comme je disais, ouais. C'est plus comme ça que je le vois. C'est ça, ok, super. Alors, on pense souvent, et à tort, et je suis en train de lire Célestopol, donc le premier livre qui est paru chez Oui, Libretto, qu'il faut c'est avoir ça. lu en fait Célestopol pour comprendre, dans le sens c'est mieux, Célestopol 1922. Et en fait, au final, je peux confirmer que c'est tout à fait faux parce que en fait déjà les deux sont des nouvelles que je savais pas, j'avais pas compris au début non plus. Oui, oui, Célestopol il y a c'est pas un pas. roman en fait, c'est pas un roman. Moi, je pensais que c'était un roman et qu'après, il y avait des nouvelles qui tournaient autour de Sébastopol en plus pour compléter. Mais c'est tous les deux, Non, en fait, des nouvelles et du coup, c'est ça. c'est juste, ils se complètent, en fait, tout simplement. Donc voilà, est-ce que vous pouvez bien confirmer qu'ils sont indépendants et pour rassurer tout le monde? Oui, oui, non, je le confirme, il n'y a pas de souci. En fait, pour rentrer un peu on va dire dans la tambouille de l'édition, voilà, éditer des livres, ça reste finalement un business dans le sens où pour pouvoir continuer à en éditer, l'éditeur doit en vendre un minimum du précédent. Et en fait, là, il était clair que au départ, donner une suite entre guillemets pour suite, hein, mais en tout cas retrouver l'univers de Célestopol, c'est quelque chose que j'avais déjà en tête il y a assez longtemps. C'était, mettons, dès 2018, hein, finalement, dès la parution du précédent, j'avais déjà envie d'y retourner dans cet univers. Et en fait, quand les éditions de l'Instant, donc qui était l'éditeur du grand format et de mon premier roman, Le Village, ont mis la clé sous la porte, forcément, il m'a fallu trouver une solution de secours, sachant que Libretto, donc l'éditeur de la version poche de Célestopol, ne fait pas d'inédit. Donc du coup, comme ils font pas d'inédit, ils pouvaient pas publier directement 1922 en poche. Et dans l'absolu, moi j'avais quand même envie, si possible, qu'il ait une vie en grand format, parce que souvent ça offre quand même plus de possibilités. Du coup, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé un peu démarcher les éditeurs avec mes nouvelles sous le bras, parce que j'en avais déjà écrit plusieurs à l'époque. Et en fait,
j'ai eu 3 propositions fermes, donc avec L'Homme sans nom, avec qui j'ai signé, et 2 autres éditeurs qui étaient prêts à signer avec moi aussi. 2 autres maisons qui étaient intéressées, mais c'était quand même un peu plus lointain, on va dire, enfin un peu plus incertain plutôt. Et puis le contact est très vite très bien passé avec L'Homme sans nom, donc on a décidé de signer ensemble. Maintenant, voilà, il était clair pour l'éditeur et pour moi que l'idée c'était vraiment de pas se priver des gens qui n'ont pas lu le premier. Le premier, vraiment, quand je dis le premier, c'est toujours avec des gros guillemets, Oui, oui, parce que oui. c'est le premier au sens éditorial, le premier publié. Mais voilà, clairement, pour L'Homme sans nom qui n'avait pas publié Sélestopol, le premier du nom, il fallait que les lectrices et les lecteurs puissent découvrir 1922 sans avoir jamais entendu parler de Sélestopol. Et c'était vraiment l'objectif de l'éditeur, c'était le mien aussi. Et c'est pour ça que effectivement, si certaines lectrices ou certains lecteurs ont lu Sélestopol, le premier du nom, et enchaînent avec 1922, oui, ils vont retrouver en partie certains personnages. Mais dans 1922, ils sont présentés à chaque fois comme si on les rencontrait pour la première fois. Donc vraiment, rassurez-vous, on avait bien ça en tête de faire un volume indépendant qui puisse être lu par n'importe qui, des gens qui n'avaient pas entendu parler de Sélestopol, des gens qui n'avaient jamais entendu parler de ce que moi j'ai déjà écrit avant ou à côté. Voilà, comme s'ils découvraient vraiment par hasard en tombant sur la couverture de Marc Simonetti. C'était vraiment l'objectif. Et c'est vrai que je pense que, bon, maintenant, j'ai eu la chance qu'on... je fais pas le compte, hein, mais je pense qu'il y a plusieurs dizaines d'avis de lectrices, de lecteurs, de blogueuses, blogueurs sur Instagram, ou de simples lecteurs entre guillemets sur, je sais pas, des sites comme Babelio, etc. Qui l'ont confirmé, parce que je n'ai pas souvenir. Même, j'ai eu la chance que, ce qui n'est pas toujours le cas en imaginaire, que Sélestopol ait droit, enfin 1922 ait droit à un peu de presse. Il a été chroniqué notamment dans Le Monde, dans La Voix du Nord, dans la revue Le 1 des libraires, ou sur des sites comme Numérama. Et les journalistes, par exemple la journaliste du Monde, ne me connaissaient pas du tout, n'avaient pas lu le premier Sélestopol. Le journaliste de La Voix du Nord, c'était pareil. A priori, ça les a pas empêchés d'apprécier leur lecture. Et j'ai même des lecteurs qui m'ont dit, enfin, qui conseillent de commencer par 1922. Donc voilà. Après, bien sûr, je sais pas. Hein, peut-être qu'au sein des membres du jury du PLIB, la tendance va pas être celle-ci, mais pour l'instant, je pense que oui. Allez, je suis peut-être pas tombé sur tous les avis possibles, imaginables, postés ou partagés sur Internet, mais je sais pas, je dirais à 99% de ceux que j'ai vus, moi, personne n'était dérangé, parmi les gens notamment qui n'avaient pas lu Sélestopol, le premier du nom. Donc, modestement, après c'est moi l'auteur, hein, mais modestement, je confirme que, a priori, on n'a pas besoin d'avoir lu Sélestopol pour lire 1922 et qu'on peut commencer du coup par 1922. C'est vrai. En plus, sans spoiler, mais par rapport au lien avec les personnages, je pense par exemple simplement au personnage d'Anastasia. Dans 1922, on la retrouve. Et en fait, dans le premier Sélestopol, on a juste pour le moment, j'ai pas fini, mais on a eu une nouvelle qui expliquait un peu sa relation avec le duc, voilà, sans spoiler, et qui explique quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais on peut les lire complètement de manière indépendante, et c'est juste que ça nous permet, c'est un peu comme un préquel en fait, quand par moment, voilà, mais tout est bien expliqué, et tout est bien expliqué dans. Oui, puis après. C'est pas une info qui m'avait manqué dans Sélestopol 1922, donc voilà. Moi, j'espère, hein, j'espère que c'est le sentiment général. En plus, si je peux ajouter un mot sur Sélestopol, donc le premier, chronologiquement, c'est le même principe. Donc, c'est un recueil de nouvelles avec un fil rouge. Oui, c'est peut-être ça que j'ai oublié de dire en présentant tout à l'heure 1922. C'est justement ce côté fil rouge entre les textes. Enfin, on en a un peu parlé, hein, mais vraiment, je tiens à l'expression fil rouge parce que voilà. Mais en plus, la différence, c'est que Sélestopol, chez Libretto, tout se passe pas la même année. Donc, on navigue à bien plus grande échelle dans l'histoire de la cité que dans 1922, qui a vraiment cette cohérence, on va dire, temporelle, puisque tout se déroule la même année.
voilà, c'est peut-être finalement la seule vraie différence, puisque le concept est le même, hein, c'est deux recueils. C'est ça. Mais du coup, ces deux recueils de nouvelles, est-ce que vous avez déjà pensé à écrire un roman sur Sélestopol avec une intrigue du coup du début à la fin Oui, ben, en fait, c'est compliqué. Alors, dans 1922, il y a deux nouvelles qui ont des tailles de novella, hein, qui sont un peu plus grosses, Oui, oui, oui. mais qui n'ont pas la taille d'un roman, hein, soyons Mhm. clairs. Euh, c'est alors le problème du roman, c'est que bon, j'ai essayé de faire court. Alors, le truc, c'est que j'ai eu la chance dans ce que j'ai écrit jusqu'à présent, que ce soit bah, du coup tous les ouvrages que j'ai pu citer, j'ai eu la chance de pouvoir finalement créer déjà différents univers. Parce que moi, enfin, j'ai rien contre, hein, mais je préfère en fait d'un roman à l'autre varier les genres ou varier les univers. J'aimerais pas, enfin moi, je me vois pas écrire un cycle en 10 tomes, enfin situé dans le même univers, vraiment 10 tomes à la suite, je veux dire. Mhm. Et du coup, mais même si j'ai eu la chance d'aborder déjà au moins 4 ou 5 univers différents dans mes écrits, c'est vrai que je pense que Sélestopol est l'univers qui me tient le plus à cœur et l'univers aussi qui se prête peut-être le plus facilement à la nouvelle, justement parce que je trouve que c'est un univers, c'est pas du tout pour me jeter des fleurs, c'est pas une qualité en soi, mais c'est un univers immense dans le sens où il y a plein de possibilités, enfin je trouve. Et, euh, Et en fait, bah, le problème du roman, c'est que comme c'est un univers auquel je tiens beaucoup, j'aimerais écrire en. C'est mon objectif hein, de passer un jour au roman pour Sélestopol, mais j'aimerais écrire entre guillemets le roman ultime, si je puis dire, sur Sélestopol, qui soit à la hauteur de ce que moi j'imagine en tant que créateur de l'univers. Et surtout, j'aimerais un roman qui puisse associer justement plein de choses qu'on retrouve dans Sélestopol, mais parfois dans plein de nouvelles différentes. Et du coup, réussir à réunir tout dans la même Oui, histoire, oui, oui. pour l'instant, je me creuse encore la tête, hein, j'avoue, sans compter que sans spoiler, la fin de Sélestopol, le premier chez Libretto, m'handicape un peu. Dans certaines possibilités, ouais, je me suis mis moi-même des barrières, on va dire, mais ça, j'en dis pas plus. Mais voilà, en fait, le roman, c'est un objectif, mais c'est vrai que j'attends comme si ça allait tomber du ciel, mais j'attends de trouver l'idée, j'attends de faire Eureka et de trouver l'idée géniale, alors géniale pour moi, hein, de mon point de vue, qui me permettrait d'aborder le registre du roman, puisque j'aimerais effectivement, parce qu'on va pas, voilà, je vais être très honnête encore une fois, les recueils de nouvelles, même si euh, j'espère contribuer à essayer de pousser les gens à tester, mais bah, c'est plus simple de vendre un roman de 200 pages qu'un recueil de 400, parce qu'il y a encore ce blocage, effectivement, des nouvelles qui parfois sont considérées comme, enfin on y reviendra peut-être, mais un format un peu, voilà, j'ai encore des gens qui, pas pour Sélestopol, mais qui en général m'ont déjà dit, ah oui, mais moi les nouvelles, j'ai l'impression que l'histoire s'arrête, enfin que l'histoire commence quand elle s'arrête. Et ça, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que si l'histoire est bien racontée, bah, quand elle s'arrête parce Oui. qu'elle a plus rien à raconter. Mais je peux comprendre aussi ce blocage. Donc voilà, j'ai envie de passer au roman, mais il me faut la bonne histoire. Ok, super. Je suis intriguée maintenant pour la fin. Il me reste 100 pages. Je veux savoir Ah ce qui ben, bloque. Euh, alors, Sélestopol 1122, c'est une cité imaginaire, mais qui est quand même ancrée dans l'histoire. Du coup, bah, le côté imaginaire et chronie permet de prendre pas mal de liberté, mais j'imagine qu'il a fallu quand même faire pas mal de recherches bah, au niveau de l'histoire, tout simplement, pour écrire Sélestopol. oui, oui, bah, enfin, pas mal. Oui, je veux Oui, pas non des plus donner recherches, l'impression. quoi. Oui, oui, non, mais alors en fait, moi à la base, ça fait longtemps aussi, mais j'étais étudiant en histoire, donc l'histoire m'a toujours intéressé. Euh, bah, les romans historiques m'ont intéressé aussi. Les uchronies m'intéressent. Alors les uchronies, moi j'adore parce que vraiment j'aime beaucoup le concept de et si, l'Amérique n'avait pas été découverte par Christophe Colomb. Bon, techniquement, de toute façon, c'est pas lui qui l'a découverte, mais bon, Oui. voilà, voilà, etc.
et si les Allemands avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, donc ça c'est un classique. Voilà, je veux dire, les uchronies, moi j'adore ça. Et c'est vrai que ce qui est intéressant quand je planche sur des nouvelles qui sont ancrées dans un univers qui malgré tout se base sur notre histoire, hein, puisque je veux dire, il y a eu, je veux dire, il y a la Russie, mais du coup, il y a aussi l'Angleterre, la France, enfin la Nouvelle-France. Je veux dire, c'est des territoires qui existent. Hein. Il y a les grandes puissances de cet univers, non pas des noms inventés ou que sais-je. C'est vraiment, on reste basé sur notre histoire jusqu'au début 19e. Et oui, du coup, forcément, je me suis renseigné sur certaines choses, notamment, voilà, parfois ça peut être très anecdotique, hein, ça peut être dans 1922, il y a une nouvelle où c'est même pas vraiment de la recherche, mais il y a une nouvelle où j'explique, euh, le narrateur explique que, par exemple, quand on va dans un appartement où il y a plusieurs locataires différents, chaque locataire a son propre, répond à son propre toc-toc. On va dire, comme ça, on est sûr que c'est pas une personne qui est pas censée ouvrir, qui vient ouvrir la porte, voilà. Et ça, c'est le genre de recherche c'est le genre de petits détails qui, je trouve, peuvent apporter un petit plus pour le côté vivant de la cité. Mais après, bien sûr, j'ai aussi fait des recherches plus historiques, voilà, sur les dates, sur les grandes dynasties, sur la condition des ouvriers, comme dont je parlais plus tôt, sur les dates des premiers championnats du monde de patinage artistique, là aussi sur la nouvelle que j'évoquais tout à l'heure. Puis après, simplement vérifier que tel ou tel personnage historique soit bien né à l'époque où je le mentionne, où je la mentionne, ce genre de choses. Donc oui, j'ai fait quelques recherches et c'est un travail qui moi me passionne. C'est souvent, parfois c'est même en cherchant que des idées me viennent, ou en tout cas des idées de ramification, si c'est pas une idée de nouvelle entière, mais voilà. Donc, au contraire, moi j'adore ça, j'adore creuser dans l'histoire pour essayer d'apporter plus de choses et aussi simplement m'instruire, parce que moi j'ai appris plein de choses voilà, en cherchant justement. Donc c'est toujours un exercice qui me plaît. Super. Dans le chat d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois on voit les commentaires, mais voilà, c'est un peu dur de réagir en même temps. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on les posera sans problème. Donc voilà. Oui, je suis là. C'est ça. Du coup, Sélestopol est fortement lié à la Russie et ça se passe en 1922 du coup, ou au début du XXe siècle pour Sélestopol. Y a-t-il une raison particulière pour avoir choisi ce pays et cette période? Particulière, oui, il y a plusieurs raisons en tout cas. Alors au départ, Sélestopol est né, en fait, on m'avait invité, l'éditeur des éditions de l'Instant, donc Patrick Dechêne, qui a publié, c'est lui qui a publié aussi, par exemple, Un étranger en eau Londres, qui était donc World Fantasy Award en 2016, ou Kabou Kabou de Neddy Okorafor, qui a été republié cette année chez ActuSF, mais c'est lui qui l'avait publié initialement. Et il avait prévu, mais il est sorti, lui, un recueil de nouvelles steampunk avec plein d'auteurs étrangers, c'était essentiellement des traductions, et il m'avait demandé si j'étais intéressé de participer. Et moi, le steampunk, j'ai une relation, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'aime bien le steampunk, mais c'est pas... j'aime bien le steampunk, ça me dérange absolument pas qu'on classe 1922 en steampunk, je peux même le revendiquer, j'ai aucun souci. Mais c'est vrai que parfois le steampunk, je trouve qu'on se laisse vite entraîner dans des clichés, voilà, les grosses lunettes, justement la vapeur, et des récits quand même un peu parfois juste des aventures sympathiques, mais de pur divertissement. Et j'ai rien contre le pur divertissement, au contraire, moi j'adore ça. Et quand c'est bien fait, c'est super. Mais c'est vrai que parfois j'ai cette image-là du steampunk. Donc, et notamment aussi le steampunk, un des trucs, c'est que souvent ça se passe à Paris ou à Londres. Donc, quand on m'a proposé de participer à ce recueil de nouvelles, au départ, c'est une des nouvelles qu'on retrouve aussi dans Sélestopol chez Libretto, qui figure dans ce recueil-là. Mais au départ, j'avais pas d'idée précise. Et puis, du coup, je me suis dit, mais en fait, moi, j'adore. L'autre raison, c'est que j'adore la littérature russe.
D'ailleurs, Sélestopol chez Libretto s'ouvre avec une citation de Dostoïevski, je vais y arriver. Donc, tiré des Nuits Blanches, un texte que j'aime beaucoup, très court d'ailleurs aussi, mais voilà. Et moi, la littérature russe, c'est quelque chose. C'est de l'eau, hein, c'est pas de la vodka. Pas de problème. Mais la littérature russe, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis très sensible en fait justement à leur traitement des personnages et en fait à la puissance évocatrice que ces auteurs-là, notamment du 19e, arrivent à faire naître. Enfin, moi, c'est quelque chose leurs personnages me touchent vraiment au cœur en général, chez beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu placer Sélestopol dans cette tradition-là. Et c'est vrai que parfois je me dis que c'est autant un hommage à la littérature russe classique, alors un hommage modeste, hein, c'est vraiment pas, je compare pas, hein, mais parfois c'est presque plus ça pour moi que quelque chose dans un registre purement SF par exemple. Voilà, donc ça vient, je pense, avant tout de mon amour pour la littérature russe. Et, ouais, je pense que c'est vraiment ça qui a guidé mes pas. D'ailleurs, je désespère pas parce que je suis toujours, je devais aller à Saint-Pétersbourg l'an dernier, mais il y a eu une pandémie, il y a toujours Oui, d'ailleurs. oui. Donc, bizarrement, ça a été remis aussi à plus tard, mais voilà, c'est vrai que voilà, Sélestopol, c'est une ville qui a des canaux en partie inspirés de Saint-Pétersbourg directement. Mhm. Et puis parce que j'aime bien les canaux, voilà, puis ça s'y prêtait bien. Mais mais oui, ma source d'inspiration, c'est ça, quoi. C'est vraiment, c'est mon affection et ma tendresse particulière et mon admiration aussi hein, pour la littérature russe classique, on va dire. Voilà. Ok, super. Dans Sélestopol, on explore vraiment beaucoup de thèmes de la société. Et il y a quand même un côté engagé de diverses manières, hein. Il y a un côté féministe, il y a la révolution, enfin la condition des ouvriers, et tout ça. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus à ce sujet? Oui, oui, bien sûr. Alors en fait, voilà, moi, forcément, on va dire, je suis un citoyen comme tout le monde. Donc il y a des thèmes qui me touchent plus particulièrement. Après, moi, j'aime bien quand le message n'écrase pas l'histoire, en fait. Alors, il peut y avoir des textes très militants, j'ai aucun problème avec ça, hein, c'est même très bien, il en faut. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, le message peut se glisser dans l'histoire, voilà, même pas forcément en arrière-plan, hein, il peut occuper le devant de la scène, mais sans forcément que ce soit martelé de façon trop, on va dire, de façon, je sais pas, trop répétitive ou trop justement dans le côté leçon. Euh, et euh, et c'est vrai que moi, j'aime bien intégrer ça au cœur de l'intrigue proprement dite des textes. Et c'est l'avantage en fait, c'est l'avantage aussi des nouvelles, parce que justement, moi, si je garde aussi une affection pour ce format, d'ailleurs, mon tout premier texte publié, c'était une nouvelle, en fait, c'était dans un recueil de Route de légende, je le cite parce que je sais pas si on peut le trouver encore, mais Route de légende, légende de la route chez Rivière Blanche, une anthologie qui était co-dirigée par Estelle Faye. Donc je salue Estelle parce que du coup elle avait sélectionné mon texte. Donc du coup forcément j'ai une affection particulière pour les nouvelles et les nouvelles permettent entre autres d'aborder plein de sujets différents, dont justement des thématiques comme celle-ci. Effectivement dans 1922, donc on aborde la condition ouvrière, c'est vrai, mais à travers le destin d'un personnage précis. Dans une autre nouvelle aussi, je pense, alors je vais pas spoiler, mais euh, on a une nouvelle aussi où on suit des personnages enfin, il y a une nouvelle qui entre guillemets parle d'antisémitisme parce que les personnages qu'on suit ont fui la terre à cause justement de l'antisémitisme de la région où ils habitaient et voit Sélestopol comme un asile. Alors après un asile plus ou moins, voilà, avec plus ou moins de facettes là aussi négatives. Mais en tout cas, et voilà, mais l'antisémitisme n'est pas au centre de la nouvelle, par exemple. Mais Mhm. c'est clairement cité. Euh, voilà, après, dans une nouvelle comme Sur la glace,
Je m'interroge aussi sur des thématiques très actuelles, hein, comme à travers les automates, en fait, je m'interroge sur l'intelligence artificielle, tout simplement. Voilà, c'est quelque chose qui est non seulement à la mode, mais en plein développement. Et c'est vrai qu'à partir de quand, finalement, à partir de quel degré d'intelligence, on va dire, on peut considérer que quelqu'un ou quelque chose est doué de conscience et donc est un être à part entière. Voilà, c'est c'est des choses qui moi me m'intéressent vraiment en tant que lecteur et où là bah pareil le vote des femmes, le droit de vote des femmes, tout ça. Euh, voilà, c'est des choses que c'est des messages que j'ai essayé de faire passer. Voilà, en prenant, je pense clairement position, mais en essayant de rester, en essayant de garder le message enfin que le message n'écrase pas, voilà, comme je disais tout à l'heure, le destin des personnages lui-même. Et voilà, mais effectivement, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et je me voyais pas ne pas aborder ça et justement rester dans la facette la plus. Après, c'est pas, je pense pas que les nouvelles soient des pensums ou justement soient Non, oui. arides parce que on aborde des sujets parfois difficiles. Mais c'est vrai que je voulais pas rester sur une facette uniquement de pure. Euh, il y a des nouvelles plus avant qui ont un registre plus léger, plus sur l'aventure. Je pense à Une nuit à l'Opéra Romanova. Clairement là, c'est très léger comme texte, mais enfin c'est très fun. Mais mais je voulais pas que, enfin, pour moi, Sélestopol se limite pas à ça, quoi. Enfin, l'univers de Sélestopol se limite pas à ça, et je tenais à ce que ce soit représenté aussi dans 1922. Voilà. Super. Écrire une nouvelle, c'est pas un exercice facile. Est-ce que c'est pas compliqué de développer un tel univers avec des nouvelles? Bah, en fait, oui et non. Euh, euh, Dans le sens où, en fait, euh, c'est compliqué si on n'arrive pas en fait, à se mettre des barrières. Tout simplement, il faut arriver à trouver le bon sujet pour la bonne nouvelle, et du coup, le bon format. Et après, mon, ma tâche la plus difficile, enfin la plus difficile, une des tâches aussi après que impose entre guillemets le côté fix-up, c'est d'abord bah, faire sélectionner des nouvelles parce que j'en ai écrit plus que celles qui se retrouvent dans le recueil, donc j'en ai quelques-unes d'avance, voilà. Ah, Euh, et une fois que la sélection était faite, et ben il y a eu aussi un retravail justement pour augmenter, si je puis dire, raffermir, resserrer, enfin ce que vous voulez comme verbe, les liens entre les textes. mhm. Donc parfois, une nouvelle en tant que telle était écrite, et enfin était déjà écrite, terminée, on va dire, et puis est venue se glisser, ou sont venues se glisser quelques petites infos qui permettent de faire le lien avec un autre texte qui se retrouve peut-être 5 nouvelles plus loin dans le recueil, etc. Donc voilà, il y avait aussi ce travail de finition, on va dire. Mais après, le format nouvelle en tant que tel, non, moi je vois vraiment ça comme un. En fait, c'est un. Moi, j'adore parce que alors c'est un luxe hein, de pouvoir faire ça, mais il y a vraiment ce côté en fait champ d'expérimentation où justement on peut aborder plein de choses, ben, que ce soit dans les thématiques, dans les genres. Voilà, moi, il y a des, enfin, euh, justement que ce soit des thématiques très actuelles à travers une histoire qui se passe en 1922, ou au contraire un clin d'œil à la SF d'autrefois, etc. Enfin non, ouais, pour moi en fait c'est ça, c'est un champ d'expérimentation et un terrain de jeu. Voilà, terrain de jeu c'est le bon mot je pense, enfin le bon terme. Non, moi vraiment c'est quelque chose. Alors je dis ça, et puis parfois quand il faut que je me creuse la tête pour arriver à trouver la bonne fin pour tel ou tel texte, là j'aurais pas du tout cette pensée-là. Donc après coup, c'est facile à dire, mais non, pour moi c'est vraiment un terrain de jeu bah, où j'espère exceller. Mais en tout cas, moi je m'éclate à aborder à utiliser ce format-là pour Célestopol. C'est peut-être aussi ça qui finalement me dit ah je suis quand même bien dans le format nouvelle. Je j'ai pas envie de me griller en passant au roman Ouais. si j'ai pas la bonne idée pour revenir à la question de tout à l'heure. Du coup, vu qu'il y a quelques nouvelles en trop de réserve, est-ce qu'un futur livre dans le même format serait prévu?
En fait, je peux pas trop en dire, mais disons Ouais. que c'est plutôt bien parti. Après, effectivement, j'encourage les gens, forcément, s'ils ont encore des cadeaux à faire pour Noël, à se procurer 1922 ou à l'offrir. On va dire qu'en écouler quelques-uns de plus, ça fera pas de mal. Mais voilà, c'est plutôt, c'était quand même enfin, le destin du livre qui est sorti finalement dans une période là aussi compliquée parce que en France en mars les librairies n'étaient pas fermées, mais c'est vrai que jusqu'à fin janvier les libraires étaient persuadés qu'ils allaient de nouveau fermer. Et le problème c'est que pour les livres qui sortent en mars, les commandes se font en janvier. Donc voilà, ça a été quand même, il a fallu batailler justement. C'est ce que j'essaye de faire et l'éditeur aussi bien sûr, mais c'est ce que j'essaye de faire vraiment du mieux possible avec, par exemple, il y a une page Facebook officielle Célestopol qu'on essaye d'animer. Il y a un wiki aussi avec plus de 300 entrées. Je veux dire, qui revient sur des bios de personnages, sur certains événements, qui présente toutes les nouvelles. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour. Hein. Je pense que vous tapez wiki Célestopol sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, vous devez tomber dessus directement. Voilà, on essaye vraiment les cartes de tarot aussi pour ceux qui ont vu ça. Hein. J'ai un ami dessinateur qui euh, qui euh, qui dessine des cartes de tarot voilà de temps en temps parce qu'il est très occupé par ailleurs. Voilà, on essaye vraiment de faire vivre cet univers parce que je pense qu'il a vraiment beaucoup de potentiel. Évidemment, je suis pas objectif, hein, mais en tout cas, je le dis. Et, euh, et j'aimerais bien y revenir. Oui, oui, c'est clair. Et je pense qu'il y a largement de quoi. Et ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est que souvent dans les chroniques publiées jusqu'ici, régulièrement, ça se termine avec des chroniqueuses ou des chroniqueurs qui concluent en disant qu'ils aimeraient bien retourner faire un tour sur la Lune. Donc, j'espère que ce sera possible, oui, clairement. Super. Et à part Célestopol, est-ce que vous avez d'autres écrits ou des sorties déjà prévues pour 2022? Oui, pour 2022, je vais avoir. Je suis en pleine correction. C'est peut-être pour ça que j'ai l'air un peu déphasé, mais je suis en pleine correction pour un roman. Alors, un roman à cette fois, hein, comme finalement comme tous mes ouvrages à part les deux Célestopol. Un roman à paraître chez Argile. Donc Argile qui a publié notamment une jeune maison d'édition, mais avec on va dire des vétérans derrière, et qui a publié récemment Le Chien du Forgeron de Camille Le Boulanger. Et La Monture aussi, ou le guide d'écriture de Lionel Davout, hein, coucou Lionel si tu nous écoutes. Voilà, donc une maison très très ambitieuse et que j'ai eu le plaisir de rejoindre. Bon, j'avais déjà travaillé avec Simon Pinel, mon éditeur chez Argile, qui est un ancien de chez Critique. Et en fait, c'est un roman qui s'appellera Emils. C'est un roman qui en fait quasiment il y a 95% historique, mais il y a quand même un petit côté imaginaire qui sera dédié en fait à l'épouse d'Hannibal Barca, donc Hannibal les éléphants hein, de Carthage. Justement, moi mon côté historien peut-être, voilà, mais j'ai toujours été fasciné aussi par, comme beaucoup, hein, par cette campagne militaire qui est quand même une des plus exceptionnelles qui soit, hein, tenter d'abattre Rome en passant par les Alpes, avec une trentaine d'éléphants, c'était quand même un défi incroyable. Et en fait, souvent on s'arrête là, on s'arrête là. Il y a déjà énormément de choses à raconter. Hein, le destin d'Hannibal est extraordinaire en soi. Mais c'est vrai que moi j'avais envie de me pencher sur autre chose que ce qui a déjà été raconté, et souvent très bien, très souvent, avec le destin en fait de son Emils, qui est donc son épouse, et son épouse d'origine d'un clan Ibère, donc en Espagne, et qu'il a épousé simplement pour une alliance hein, avec le peuple de son père à elle. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est un personnage dont l'historicité même est un peu douteuse, dans le sens où il y a un seul historien, des grands historiens latins qui sont revenus sur les guerres puniques, et il n'y en a qu'un seul qui la cite. Et il était connu pour pas hésiter à enjoliver un peu l'histoire en lui donnant un côté
en lui donnant en n'hésitant pas parfois même à inventer des personnages justement. Et là, imaginez Hannibal qui laisse son épouse pour parler et leur fils encore très jeune pour aller affronter Rome. Voilà, j'imagine que c'était potentiellement facile de vouloir inventer ça parce que ça en rajoute une couche, on va dire, dans le spectaculaire. Et du coup, bah, l'avantage, c'est que ça laisse aussi beaucoup de liberté, hein, sachant qu'on ne sait pas si le personnage a vraiment existé, en tout cas pas à 100%, et que ce qu'on connaît d'elle, on connaît finalement quasiment rien. Donc ça permet d'inventer beaucoup de choses en fait. Et voilà, c'est ce qui m'a occupé au niveau écriture ces derniers mois et qui m'occupe encore pour quelques semaines. Et a priori, le roman devrait paraître en juin 2022. Et si tout va bien, être disponible en avant-première aux Imaginales, donc à Épinal en mai. Voilà, et la couverture devrait bientôt être dévoilée, je pense, par Xavier Colette qui fait toutes les maquettes d'Argile et qui avait aussi fait. J'ai de la chance côté couverture quand même, parce qu'il avait Oui. aussi fait. Il s'était aussi chargé des couvertures de Poussière Fantôme chez Scrineo et de La Piste des Cendres chez Critique. Donc voilà, ça va être ma grosse actu de l'année prochaine normalement. Et puis après, bah, en cours, bah, pour l'instant, c'est vrai que les corrections m'occupent à temps plein. J'ai aussi des corrections en traduction. Mhm. Voilà, parce que je dois rendre le tome 9 de la saga de Steven Erikson le mois prochain. Donc là aussi, ça approche. Et voilà, après, il est possible que je revienne à l'univers de mes deux romans chez Critique aussi. Comme je l'ai dit, j'aimerais bien repartir moi-même faire un tour sur la Lune également. Mais ça, du coup, ça sera pas pour 2022, en tout cas pas en librairie. Donc voilà, le roman chez Argile sera vraiment ma principale actu, je pense. Et puis ben, moi je suis, comme je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup les nouvelles. Donc si on veut m'inviter, par exemple, dans je ne sais quelle anthologie, pareil, enfin, ne pas hésiter. J'espère trouver le temps si je suis invité pour caser tout ça. Mais c'est vraiment un exercice qui me plaît aussi beaucoup. Bah, c'est vrai que voilà, la nouvelle en général, j'adore et bah, même pour 1922, ce serait difficile, je pense, de choisir mes nouvelles préférées. Après, je veux pas dire que je les aime toutes parce que c'est trop cliché, mais oui, voilà. En tout cas, pour ce qui est de mes projets, euh, bah, pour ce qui est de mes projets, c'est ça. Ça va être chez Argile l'année prochaine, donc encore un nouvel éditeur ce sera mon 8e roman finalement. Donc ça avance quand même très vite. Ok, super. Mais justement, j'allais vous demander si vous aviez une nouvelle préférée dans Sélestopol 1922, une qui se Oui, alors démarque. bah après, j'en ai des chouchous, hein, mais Hmm. ouais. Alors, la nouvelle préférée de mon éditeur, voilà, c'est Sur la glace. Voilà, c'est sa nouvelle préférée. Je pense que je sais pas si c'est la nouvelle qu'il a décidé à accepter de publier le recueil, mais en tout cas, c'est sa préférée. Moi, je l'aime beaucoup aussi parce que justement, elle traite de thèmes bah, là aussi très actuels, hein, notamment. Enfin, je veux pas. Le problème, c'est que si je dévoile trop le thème, c'est Oui, oui. spoiler. Mais c'est vrai que moi, elle me tient à cœur aussi. Bon, je peux dire que ça traite justement aussi de la place des automates dans la société, mais pas que, loin de là. Et puis alors moi, c'est une nouvelle que quand les lecteurs s'amusent à faire leur listing de leurs nouvelles préférées, c'est une nouvelle que je vois pas ressortir beaucoup, je crois. C'est Katarzyna. Donc là aussi, je peux pas trop en dire, hein, avec Casia, donc qui est une pilote de l'aéropostale. Mais pareil, si je spoil Oui, oui, la oui. nouvelle, ce serait problématique. Oui. Mais moi, je sais qu'elle tranche un peu dans son ton, parce que bah, souvent, bon, Sélestopol, il y a un côté assez, je dirais, comment formuler ça? Assez élégant, on va dire, dans le style. Bah, j'essaye, Mhm. justement, pour être en raccord avec ce que je disais de la littérature russe, même qui peut aussi parfois avoir des élans pas du tout élégants d'ailleurs, mais et justement, bah, dans cette nouvelle-là, le ton est un peu plus cru. Et je sais que ça a pu déstabiliser un peu certains lecteurs. Mais moi, c'est vraiment une de mes préférées. Parce qu'elle m'a demandé de me creuser beaucoup la cervelle aussi. Mais parce que j'aime beaucoup le personnage Ok. et les thématiques abordées dans ce texte-là.
super. Et alors, quels sont vos auteurs de, alors j'avais mis science-fiction, mais du coup, du tout le domaine de l'imaginaire, en fait, que vous préférez? Ah, il y en a tellement. Alors moi, j'ai grandi, j'ai eu un parcours assez classique, hein. J'ai découvert Le Seigneur des Anneaux et Dune la même année d'ailleurs au collège. Donc forcément, après, j'ai dévoré tout ce qui était grand classique dans une catégorie ou une autre. Notamment, moi, je garde une affection particulière pour Michael Moorcock, donc l'auteur d'Elric, enfin du champion éternel en général, le concept, et plein d'autres trucs, hein, mais c'est ce qui est quand même le plus connu. D'ailleurs, j'en profite pour recommander la nouvelle version, enfin, l'adaptation en BD pardon d'Elric chez Glénat en 4 tomes, qui est vraiment très bonne et qui modernise d'ailleurs l'histoire avec l'accord de l'auteur, mais qui modernise en bien l'histoire, notamment en accordant avec quelques choix scénaristiques différents par rapport au roman, et, euh, et d'ailleurs en accordant une plus grande place aussi aux personnages féminins. Donc c'est vraiment une très bonne adaptation, donc je la recommande au passage. Après, dans les auteurs plus récents, moi j'aime beaucoup Chana Miéville, que j'ai déjà cité. J'aime beaucoup ce que fait Estelle aussi, Estelle Faye. Euh, j'aime beaucoup Murakami, mais bon, ça c'est pas forcément, enfin si, c'est un peu de réalisme magique, on va dire. Euh, j'aime beaucoup, il y a tellement d'auteurs. J'aime beaucoup Nnedi Okorafor, que j'ai cité tout à l'heure. Euh, je cherche des références récentes. J'aime beaucoup Robert Jackson Bennett, notamment American Elsewhere, qui est un gros pavé. Typiquement, je pense que c'est le genre de roman que j'aurais pu écrire moi-même. Enfin, thématiquement, j'entends, c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé. En plus, il a l'âge de mon petit frère, donc moi je me sens un peu. Mais, mais voilà. Sinon, j'aime beaucoup des auteurs, alors, parfois pas très connus en France. Je pense à Félix Gilman, que j'avais eu le plaisir de traduire il y a très longtemps. C'était chez Eclipse, Panini Eclipse. On parle de 2013 et une éternité. C'était La Cité des Dieux. Et oui, parce que juste je rebondis juste sur Sélestopol, mais il y a aussi quelque chose qui m'a poussé vers Sélestopol, c'est que j'aime beaucoup en fait les cités en imaginaire. Que ce soit justement chez Félix Gilman, dans son roman que j'ai traduit, il y a une cité qui est vraiment au centre de l'intrigue. Récemment, il y a La Cité des Saints et des Fous de Jack Vandermeer qui est ressorti chez Au Diable Vauvert. Alors moi, j'avais adoré à l'époque, il y a 10 ans. Comme je dis souvent, c'est un peu une de mes sources pas d'inspiration, parce qu'en fait, je l'ai jamais relu en 10 ans, donc je l'ai pas, parce que je préfère pas. Ça arrive parfois. On a tellement aimé quelque chose que voilà, parfois ça arrive. Enfin, moi, en tout cas, parfois, je préfère pas m'y replonger, mais j'étais très content que Au Diable Vauvert le réédite. Bon, la première fois, c'était chez Calman Levy, ça n'avait pas très bien marché, donc du coup, c'était un peu inespéré. Ou même dans d'autres registres que la littérature, hein. Moi, j'aime beaucoup les Bioshock aussi, par exemple, en jeu vidéo, et tout est centré autour d'une ville. Voilà. Mais pour en revenir aux auteurs, après, oui, tellement. J'ai beaucoup aimé aussi Vor, chez Fleuve Édition de Brian Catling, il n'y a pas longtemps. J'essaie de trouver des trucs un peu récents aussi, hein, pour pas citer que des vieilleries. Mais oui, oui, en fait, je lis un peu de tout, donc je suis un grand amateur aussi de la collection, enfin de la maison Gallmeister. Bon, souvent je les achète en poche parce que s'il fallait tous les acheter en grand format, ça reviendrait vite cher. Mais ouais, donc parfois, j'aime beaucoup des récits, même plus, voilà, enfin plus déconnecté de l'imaginaire, parce que j'en ai beaucoup lu de l'imaginaire. Je suis pas du tout, on va dire, je suis pas du tout blasé ou pas du tout rassasié. Mais c'est vrai que parfois j'aime bien explorer de nouveaux territoires, simplement en tant que lecteur. Et voilà, donc j'ai pas mal, j'essaie de regarder ce que j'ai autour de moi. Ouais, non, mais là je suis, je suis dans le coin avec ma bibliothèque, avec mes livres, donc forcément, Ouais, ouais. à part me citer moi-même, ça va être un peu compliqué. Mais oui, après, en grand classique de la fantasy aussi, La Compagnie Noire, par exemple, de Glenn Cook, mais aussi
Chronique de Tramoré, de Javier Negrete. Donc ça, c'était chez La Talente. Il a aussi fait pas mal d'uchronies, notamment une sur Alexandre le Grand que j'avais adoré. Voilà, c'est des auteurs qui me parlent parce que en fait, je suis touché par le. Enfin, moi, c'est vraiment. J'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup les créateurs d'univers. Hein, c'est pas du tout la question. D'ailleurs, ben voilà, je m'adonne aussi à ça. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment le destin des personnages en fait et la façon dont ils arrivent à me toucher qui va vraiment faire que après je vais on va dire tomber en amour comme disent mes amis québécois avec un auteur ou une autrice bien sûr plutôt qu'avec une ou un autre. Voilà. Super. Bah, du coup, j'ai une toute dernière question. Est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver sur des salons l'année prochaine? Oui, j'espère. Bah, d'ailleurs, mon éditeur, donc en tout cas pour 1922, m'a envoyé, pour tout vous dire, un fichier à remplir sur sur les salons de l'année prochaine. Bah, j'aimerais bien faire la foire du livre de Bruxelles parce que j'y suis jamais allé. Il paraît que c'est super. Enfin, je Oui, suis déjà allé à Bruxelles, mais je suis jamais allé à la foire du livre. Et je crois que c'est la foire du livre, hein, c'est pas le c'est la salon, foire c'est du livre, ouais. Mais pour le là. moment, pour l'année prochaine, elle est annulée. Mais j'espère Allez qu'ils à Lyon. trouveront une autre date. Oui, oui. C'est Ah, trop incertain à cause de ah oui, oui, Covid, hein. d'accord. Voilà, voilà. Ah oui, bon, bon, peut-être qu'elle sera que déplacée. Bon, en tout cas, quand elle sera reprogrammée, j'espère Oui. y aller un jour. Bah, les Imaginales aussi, je devrais en être de nouveau, normalement, justement pour mon nouveau roman chez Argile, entre autres. Après, je sais pas exactement encore. Les invitations, bah, je pense qu'effectivement, le contexte fait que c'est quand même finalement encore assez incertain. Donc, je pense que beaucoup de festivals Mhm. préfèrent pas trop s'avancer. Moi, j'ai jamais fait les Utopiales, par exemple. Alors, un bon entendeur, salut. Je pense que c'est Estopol, c'est quand même typiquement un récit qui pourrait s'intégrer aux Utos, ne serait-ce que le côté Jules Verne. Mhm. Mais ouais, non, pour l'instant, ce qui est sûr et certain, si ce n'est pas déplacé ou annulé, bien sûr, c'est les Imaginales, donc en mai. Croisons les doigts pour qu'en mai, la situation soit quand même plus calme. Mais oui, pour l'instant, voilà. Et puis, bah, j'ai aussi un site perso que j'essaie de tenir à jour, notamment avec mes dates de dédicace. Donc, je peux renvoyer à ça, mais pour l'instant, oui, 2022, c'est encore assez flou en fait. Donc voilà. Super. Sinon, en Belgique, il y a un super salon aussi qui, lui, est encore maintenu pour l'année Ah, prochaine. C'est Troll et Légendes, en fait. C'est à Mons. ah bah oui, Et oui. voilà. Et là, voilà, l'année prochaine, normalement, il va avoir lieu. Je crois que c'est en avril. Je pense que c'est en avril. Oui, oui, bah Voilà. oui, bah, je suis bête. Je suis. En plus, j'étais invité cette année. Et puis, enfin, on était invités tous les deux avec Anselme Hochkorn, mon Mhm. co-auteur pour Fukara. Et puis, bah, ça tombait la même semaine. Au départ, ça tombait la même semaine que les Imaginales, justement. Donc, c'était pas l'idéal. Et puis, Oui. finalement, ils ont déplacé, annulé. Donc, bah, j'espère que l'invitation tiendra toujours pour l'année prochaine. C'est vrai que j'aimerais bien y aller aussi. Et si, j'ai oublié aussi un nouveau festival qui se monte à Rennes, donc en Bretagne, l'Ouest Hurlant, qui connaîtra sa première édition bah, fin avril, je crois aussi, ou le premier, oui, enfin, en tout cas au printemps 2022. Bon, là aussi, si tout va bien. Et en plus, j'ai eu le plaisir que 1922 justement soit retenu dans leur nouveau prix littéraire, le prix lycéen, avec quatre autres très bons romans. Mais bah, du coup, j'espère en être, puisque bah, a priori, je suis invité, parce que je suis nommé. Et voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste assez incertain, mais on espère déjà que bah, de toute façon, la 2022 sera quand même compliqué, hein, dans le sens où avec la Mm. crise du papier fait que voilà, les livres vont sûrement augmenter un petit peu. Donc, j'imagine que les lectrices et les lecteurs vont faire encore plus attention à leur choix, et c'est bien normal. Donc, voilà. Et pour un, bah, du coup, 1922 est déjà sorti, donc lui, le prix bougera pas. Donc, C'est ça. j'en C'est ça. profite. Hein. Mais oui, effectivement, 2022 reste encore assez incertain. Mais j'espère bien faire le maximum de salons possibles et imaginables sur l'année prochaine. Super. Ben, moi, j'ai fini avec les questions. Je ne sais pas si vous vouliez encore ajouter quelque chose. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais ajouter euh, Oui, bah vraiment ma crainte principale, mais c'est ma crainte avec tous les lecteurs. Hein, là, je parle pas absolument pas du PLIB en particulier. C'est vraiment les réticences. On en a déjà discuté hein, par rapport au Mhm. format nouvelle. Euh,
voilà, bah, comme je l'ai dit, pour moi, une histoire. En fait, le format doit s'adapter à l'histoire. Donc, si l'histoire, euh, si l'histoire n'a pas besoin de plus de, enfin, si une histoire peut se raconter en 25 pages, pourquoi la raconter en 50? Enfin, je veux dire, voilà. Dans ce cas-là, autant penser une histoire d'entrée de jeu qui, elle, se racontera en 50 pages. C'est la différence. Mais voilà, moi, vraiment, je vous invite à. Bah, je le mets de temps en temps en dédicace. Hein, j'essaie de varier les dédicaces, pas mettre le même mot à chaque lectrice ou lecteur. Mais c'est vrai, voilà, je veux dire, Célestopol, c'est une cité, je pense, de rencontres avec plein de personnages différents. Et c'est vrai que, voilà, plutôt que de. Alors, il y a une carte aussi à la fin du livre, hein, pour ceux qui aiment bien les jeux de, les jeux de cache-cache, savoir où se passait telle nouvelle. D'ailleurs, merci à Olivier Sanfilippo qui s'en est chargé avec une carte vraiment super. Mais en tout cas, même si, bon, du coup, j'aime bien les cartes, mais moi, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas hésiter à finalement à vous abandonner comme si dans une ville dans laquelle vous débarquiez en tant que touriste, finalement, vous ne serviez pas de plan et vous déambuliez au gré des rues, au gré des rencontres, comme je disais. Voilà. Euh, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner pour aborder 1922. Voilà, bah, je l'espère, avec un plaisir de lecture bah, maximal. Super. Alors, j'ai vu une question défiler dans le chat. C'est Oui. Oshtari qui demande pour vous, c'est quoi un bon livre? La Ah, question difficile. ah oui, question difficile, effectivement. Un bon livre. Déjà, un bon livre, ça va paraître bateau, hein, mais c'est un livre avec lequel, enfin, un livre où on prend plaisir à revenir, hein, si on le lit pas d'une traite, parce que bon, forcément, on va être, pardon, on va dire que si on est vraiment pris dans l'intrigue, on va le lire d'une traite, mais parfois c'est pas possible, tout simplement. Donc c'est un livre déjà qu'on est impatient de retrouver. Bon, en général, c'est quand même plutôt bon signe. Et je dirais que c'est un livre qui nous transporte. Euh, voilà, parce que bon, il y a un grand cliché en fantasy, c'est la fantasy, littérature d'évasion. Hein. En général, quand il y a des conférences sur la fantasy, Mhm. ça revient à chaque fois. Et oui, effectivement, je pense qu'un bon roman de fantasy ou autre d'ailleurs, hein, doit servir, enfin, à nous transporter. Mais également, moi, je pense que ce qui est bien, c'est joindre l'utile à l'agréable. Et si en plus on peut effectivement réfléchir, être touché, avoir l'impression de vraiment partager le destin des personnages, parfois en bien quand c'est au niveau de leur joie, et puis parfois en mal quand c'est leur peine qui peuvent nous serrer le cœur. Voilà, pour moi, c'est un bon livre, c'est une histoire qui vraiment nous fait ressentir aussi des émotions. Et bah, j'en revenais à ce que je disais tout à l'heure, le divertissement de qualité. Pour moi, voilà, une histoire peut très bien nous divertir tout en nous faisant réfléchir. Pour moi, les deux sont pas antinomiques, quoi. Donc, un bon roman, un bon livre, c'est une histoire qui arrive à faire les deux. Voilà. Si je devais modestement tenter de répondre à cette difficile question. Parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce Ah live. bah, c'est moi, c'est moi. C'était super intéressant et alors j'espère qu'on a réussi à J'espère. donner un peu envie aux gens de découvrir Célestopol 1922 qui est vraiment un super bouquin. Voilà, je Bon, tiens à le bah, merci préciser. beaucoup. Bah, j'espère aussi. Hein. Voilà. Ben, merci beaucoup encore. Merci à tous les C'est moi. participants que j'ai vu défiler petit à petit dans le chat. Oui, Et oui. voilà. De toute façon, pour ceux qui n'ont pas pu participer, le live sera en replay s'il n'y a pas de bug juste après. Donc voilà. Ah bah, Dès super. que c'est fini, je le mettrai en replay. Donc voilà, voilà. Super. Ben, merci beaucoup Bah, c'est et, moi. et bonne soirée. Bah, bonne soirée. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Merci. Au revoir.